Eh bien, je voudrais ici, comme on peut sans doute le faire à partir de nombreux thèmes, non pas tant éclairer l'enfance par Spinoza que, à l'inverse, éclairer le spinozisme par l'enfance. J'entends faire de l'enfance le révélateur d'un de ses problèmes, à la manière dont François Zurabichvili a fait de l'Infans Adultus, qui est le poète espagnol, le point de départ de l'un des grands problèmes du spinozisme, le problème de la mutation des corps. Et en l'occurrence, je voudrais nouer mon problème d'aujourd'hui autour de ce qui me semble être un paradoxe de la condition infantile. Qu'elle nous apparaisse d'abord comme un tréfonds d'impuissance, c'est presque un lieu commun auquel Spinoza ne manque pas de donner lui-même ses propres attendus. Le bébé ou l'enfant, nous dit le Scoli d'Éthique 5.39, a, je cite, un corps apte à très peu de choses et dépendant au plus haut point des causes extérieures, a un esprit qui, considéré en soi seul, n'a presque aucune conscience ni de soi, ni de Dieu, ni des choses. Du reste, ajoute le Scoli d'Éthique 5.6, personne ne plaint les bébés de ce qu'ils ne savent pas parler, marcher, raisonner, ni enfin de ce qu'ils vivent tant d'années, pour ainsi dire, inconscients d'eux-mêmes. Que personne ne les plaigne, Spinoza en fait ici le marqueur d'une simple habitude, dont il veut nous montrer qu'elle est la seule ressource des jugements ordinaires relatifs à l'état de privation, quand en réalité, je cite, il est certain qu'une privation n'est rien de positif. En tout cas, tout le monde tient pour acquis que l'enfant puisse si peu. Inapte de corps et d'esprit, suspendu pour sa persévérance à des secours externes qu'il perçoit à peu près avec la même clarté et en fait moins que le héros des Recherches d'un chien de Kafka observant la pâtée descendre à heure fixe dans sa gamelle, le petit enfant nous apparaît d'abord comme la figure même de la passivité, par là d'ailleurs métaphore de la condition humaine générale, en regard de laquelle le cheminement éthique semble se redéfinir comme un devenir pleinement adulte. L'enfance n'est-elle pour autant qu'impuissance et rien d'autre? C'est ce qu'on ne saurait faire dire sans autre forme de pensée, sans autre forme de procès à Spinoza, qui livre en fait lui-même tous les éléments d'une réévaluation de la condition infantile, formellement engagée par les lectures de François Zurabichvili et plus encore avant lui Laurent Bove. Le bébé, nous avertit Laurent Bove, n'est-il pas capable d'hilaritas, qui en soi n'est sans doute pas encore l'activité elle-même, mais pourrait bien en être quelque chose comme l'antichambre. Que l'hilaritas nous soit bonne, qu'elle soit même la meilleure des choses que nous puissions espérer dans le régime de la servitude passionnelle, nous le savons indiciellement de ce qu'elle ne peut jamais être excessive, et plus directement encore de ce que la diététique générale qui lui correspond, cette alimentation variée qui rend, je cite, le corps tout entier partout également apte à tout ce qui peut suivre de sa nature, cette diététique générale donc offre, je cite encore, une règle de vie qui convient excellemment et avec nos principes et avec la pratique commune, règle de vie qui, si elle n'est pas la seule, est la meilleure de toutes, Éthique 4, 45 Scoli. On ne peut alors qu'être frappé de ce que le nourrisson, bien sûr assisté du secours externe des parents, n'en soit pas moins spontanément capable de trouver les voies de l'hilaritas, c'est-à-dire d'éprouver la meilleure des passions joyeuses, manifestation de puissance inattendue au cœur de ce summum d'impuissance que l'enfance est réputée être. Je me propose ici de radicaliser cette réempuissantisation de l'enfant pour montrer que celui-ci est capable de passer de l'antichambre à la pièce principale, c'est-à-dire de l'hilaritas à l'activité, double radicalisation en réalité, puisqu'on ajoutera ce paradoxe que non seulement l'enfant est capable d'activité, mais que d'une certaine manière, il l'est davantage que l'adulte, ou plus exactement que ce faux adultus et éternelle adolescence que nous sommes tous, perdus au milieu d'un devenir actif nécessairement inachevé, pour ne pas dire si peu ébauché. De ces puissances de l'enfance, d'autres, hors la pensée spinoziste, avaient déjà eu l'intuition. N'est-il pas très remarquable, par exemple, qu'un Paul Klee mette ainsi tous ses efforts à renouer avec un état d'enfance où il voit la source la plus profonde de la vision créatrice, on pourrait même parler d'un état de voyance. Toutes les valorisations relatives de l'enfance et de l'âge adulte s'en trouvent renversées. Messieurs les critiques disent souvent que mes dessins ressemblent au gribouillis ou au barbouillage des enfants, si seulement c'était vrai. Et plus loin ceci également. Les enfants, les fous et les primitifs ont conservé ou retrouvé la faculté de voir. Et ce qu'ils voient et les formes qu'ils en tirent sont pour moi la plus précieuse des confirmations.
Klee est fasciné par ce qu'on appellera plus tard l'art brut. Art surgit d'une spontanéité originelle, la spontanéité de l'inculte. Comment ne pas entendre ici Deleuze qui donnait pour première et plus impérieuse consigne au peintre de commencer par vider la toile? Aussi le peintre doit-il s'efforcer pour recréer en lui cet état de virginité et partant de disponibilité auquel les enfants et les fous de Paul Klee disposent d'un accès de plein pied. Voici alors que revient la figure du poète espagnol. Car en quoi peut consister cette virginité commune aux fous et aux enfants, sinon en ceci qu'ils n'ont pas de mémoire? Les fous parce qu'ils l'ont perdue, d'où cette altération profonde de leur nature, les enfants parce qu'ils ne l'ont pas encore constituée. N'expérimentant que peu d'affection et inapte à les lier entre elles, l'enfant, pour cette raison même, nous dit François Zourabichvili, passe de fascination en fascination sans qu'aucune ne le retienne vraiment. Rien n'est plus facile à un affect que d'en chasser un autre. L'enfant est chroniquement dans le régime de l'admiratio, ce faux affect qui ne se lie à rien. Sa virginité est celle d'un corps intracé, surface encore isotrope et indifférenciée, par conséquent susceptible de prendre n'importe quel pli, d'orienter les concaténations futures dans n'importe quelle direction. On voit alors comparativement ce qu'il en coûte au peintre, homme fait, de vider la toile, c'est-à-dire en fait d'oublier ses propres plis, puisqu'il est lui-même une certaine histoire de l'art incorporée. Gageure qui, si on la prenait au pied de la lettre, lui demanderait de se défaire de son propre corps, et même de mourir un peu, à la façon du Scoli d'Éthique 449. L'enfant et l'inculte en général n'ont rien à effacer pour cette simple raison qu'ils n'ont jamais été tracés. Bien sûr, il faut prendre tous ces termes avec quelques restrictions. Rigoureusement parlant, il n'y a jamais complète virginité, même pour l'enfant, puisqu'il n'est pas de mode qui ne soit toujours déjà affecté. Mais sous cette réserve, il reste que pour l'essentiel, l'enfant ne dispose pas encore des traces ou des plis qui vont constituer le système organisateur de ces nouvelles affections. En empruntant à la physique une métaphore, on dira que l'enfant est encore au stade ergodique. Les physiciens nomment en effet non-ergodicité cette propriété d'un système évolutif de voir se réduire le nombre de ses états possibles exemptés au fur et à mesure de son évolution et par l'effet de cette évolution même. Dans le régime de la servitude passionnelle, la constitution de l'ingénium est un processus notoirement non-ergodique, créateur de fixations auto-renforçantes, par là quasi irréversible, inévitablement accompagné d'exclusions latérales, possibilité d'être et de désirer écartées sans retour par les possibilités élues. Alors sans doute faut-il là encore modérer cette proposition. Rien ne permet jamais d'exclure formellement que survienne une affection nouvelle suffisamment puissante ou suffisamment répétée qui défera jusqu'à des plis anciens pour en refaire de tout autre et rouvrir de nouveaux accès. Le banquier deviendra bûcheron ou cavalier, l'ouvrier entamera des études universitaires, etc. Mais si une sociologie spinoziste comme celle de Chantal Jacquet voit pleinement la possibilité de ces bifurcations, elle en dit aussi la rareté. En tout cas, l'enfance est cet état du mode humain où les effets de la constitution non ergodique de l'ingénium n'ont pas encore eu le temps de se manifester. Par un abus de langage contrôlé, on pourrait dire que l'enfant est encore sans ingénium. C'est bien cette propriété qui, en tout cas au stade du nourrisson, lui ouvre cette possibilité de passion joyeuse soulignée par Laurent Bove, l'hilaritas du bébé repu, même si Laurent, j'ai bien enregistré ce que tu as dit à ce propos ce matin et que tu ne veux pas rigoureusement rabattre l'un sur l'autre. On notera au passage cette opération spéciale du métabolisme qui, consistant en une transformation de l'extérieur en intérieur, a par là même l'effet de convertir une titillatio en hilaritas. La joie orale d'ingérer, chatouillement dont Freud fera le premier stade de la vie sexuelle infantile, donc le lieu par excellence d'un futur affect tenace, tourne par l'effet même du processus métabolisateur en allégresse du corps restauré en toutes ses parties. Joie du corps repu, le corps étant ici nécessairement considéré dans sa totalité. Bien sûr, le nourrisson n'a nullement le monopole des joies du corps repu, tous les humains ont à se restaurer, mais il est le mieux placé pour les apprécier pleinement. Car l'individu, dès lors qu'il a assez grandi, est devenu un être de désir bien établi, à la poursuite desquels il retourne aussitôt absorber les éléments restaurateurs, dont au mieux il n'aura vraiment goûté que les chatouillements de l'ingestion. Ça n'est donc pas qu'il n'éprouve pas l'hilaritas de la restauration, mais que cet affect est recouvert par toutes sortes d'autres,
qui disent une vie déjà engagée dans de multiples désirs déterminés. Dépourvu de ses attachements et de ses poursuites, le nourrisson, lui, jouit véritablement de l'allégresse du corps restauré, qui, sauf contrariété immédiate, n'a à triompher d'aucun affect concurrent et peut imposer pleinement son effet. Ce sont les mêmes propriétés, fixation encore non constituée, disponibilité du corps intracé, qui permettent d'envisager, au-delà de l'hilaritas, une possibilité d'activité enfantine. Car le corps, comme en équilibre de l'enfant du Scolidétique 332, mais Ariel nous dira certainement des choses beaucoup plus précises à ce sujet, et notamment à propos de ce Velluti, ce corps, comme en équilibre, donc, c'est l'enveloppe d'un ingénium encore dépourvu de sa structure différenciatrice, sans pôle très marqué de valorisation et d'investissement désirant, à la veille seulement de constituer son réseau de traces auto-renforçantes qui opéreront les ruptures de symétrie où l'on reconnaîtra une complexion singulière. Pour l'heure, donc, le monde est indifférencié. Il ne comporte aucun point saillant sur lesquels pourrait venir se cristalliser cumulativement un complexe de désir, à part bien sûr quelques objets élémentaires, le sein maternel, les adultes nourriciers soignants, etc. De là que, presque tous équivalents et demeurant dans cette équivalence du fait de l'absence de traces bien établies et d'un ordre particulier de liaison, chaque affection pèse d'un même poids, si bien que tout en moyenne s'équilibre. Le propre du tout petit enfant, c'est donc qu'il n'est pas encore installé dans un régime de désir idiosyncratique. Il en est à ce stade où son conatus manque encore de ses objets, ou du moins des objets qui viendront le transitiver selon une certaine régularité, selon une habitude désirante. Dire, comme Laurent Bove, que le conatus est un désir sans objet, c'est peut-être mobiliser un être de raison dont la définition 1 des affects nous donne la régulation. Si le désir est l'essence de l'homme, c'est seulement en tant qu'on conçoit cette essence comme déterminée à faire quelque chose par suite d'une certaine affection. Mais ce quelque chose ne se concevrait pas s'il n'y était attaché un objet. Donc, d'une part, seule cette certaine affection vient déterminer le conatus comme désir particulier, dirigé vers un objet particulier, et d'autre part, le mode étant toujours déjà affecté, le conatus est toujours déjà à l'état d'élan transitivé en désir. Le conatus comme désir en suspens est alors ce qu'on pourrait appeler un concept spéculatif. Entendons par là sans contrepartie empirique, quoiqu'utile à la pensée. En tout cas, et pour toutes les raisons qui viennent d'être dites, c'est le petit enfant qui vient en donner la meilleure approximation. Car sa situation conative est bien celle d'un élan d'activité, mais pour l'essentiel dépourvu de but, d'une puissance encore en quête de ses points d'application, dont il ne fera la découverte que par apprentissage, en grandissant. De là, cette disponibilité particulière du corps de l'enfant à des effectuations intransitives de ses puissances. Mais n'est-ce pas là la définition même de la causalité adéquate, et partant de l'activité? L'absence d'une structuration objectale bien établie de son conatus, qui est une autre manière de dire son ingénium embryonnaire, intracé, est plus susceptible que tout autre d'envoyer le corps enfantin dans des dissipations intransitives de son énergie conative, c'est-à-dire dans la production d'effets qui, par absence de cause objectale extérieure, s'expliquent clairement et distinctement par sa seule nature. Quels effets, par exemple? Eh bien, typiquement le gigotement. L'enfant gigote, remuement de bras et de jambes causé par rien d'extérieur, pure effectuation de puissance corporelle épuisée en elle-même. L'enfant gigotant, c'est la figure même de ce qu'on pourrait appeler la puissance piaffante, puissance qui ne sait pas quoi faire d'elle-même et par défaut d'objet trouve à s'exercer comme pure dépense. Un peu plus tard, il pourra se faire que l'enfant crie, non pas de joie ou de colère, mais comme pure affirmation corporelle, et de même il courra, non pour poursuivre quoi que ce soit, mais simplement parce que son corps le peut, et qu'il y a là d'excellents moyens de dissiper une énergie autrement sans emploi. Ainsi également, par exemple, de Forrest Gump, ce drôle d'adulte. Lui aussi court sans but et pour le seul plaisir intransitif de sentir son corps courant. En ce sens, il court comme un enfant et offre peut-être à côté du poète espagnol une autre figure de l'infans adultus, spécialement éclatante lors de la scène du match de football. Repéré pour ses exceptionnelles qualités athlétiques à la course, Forrest s'est logiquement trouvé enrôlé dans l'équipe locale de football américain. Il y rend exactement les services qu'on attendait de lui. Laissant tout le monde sur place, il va marquer l'essai.
à ceci près que là où un joueur ordinaire, l'exploit accompli, s'arrêterait, lui continue de courir, traverse toute la zone d'en-but, puis la piste, puis carrément sort du stade, et sous le regard médusé de ses équipiers, prend le dehors. Et on ne l'arrêtera plus. Or, il faut bien voir que cette course faussement continue, qui emmène de l'intérieur à l'extérieur du stade, n'est en fait que le recollement artificiel de deux courses qualitativement très distinctes. Car Forest Infans Adultus Inattendu nous montre là ces deux régimes de désir. Le Forest équipé du maillot, inclus dans une équipe, est l'Adultus tracé socialisé, qui va jouer le jeu de football selon ses règles, c'est-à-dire soumettre sa course aux déterminations extrinsèques du jeu. Courir selon un certain rythme, on ne court pas pendant les arrêts de jeu, dans une certaine direction, le but adverse et pas le sien propre, sous certains schémas de coordination avec les joueurs de son équipe, et en vue de certaines finalités préétablies, marquées en déposant la balle derrière une ligne spécifiée. Mais voilà que ladite ligne franchie, qui fait alors connaître toute sa valeur symbolique de seuil, Forest bascule soudain dans un tout autre régime de désir et continue de courir, ou plutôt se remet à courir, mais cette fois pour la pure jouissance intransitive de ses puissances courantes. Ainsi, la ligne seuil sépare-t-elle la course passive, dont les joies viennent toutes du dehors, joie d'avoir triomphé dans un jeu agonistique socialement codifié, amour des coéquipiers, etc., et la course active, qui oublie tous ses motifs extrinsèques pour ne plus connaître que les déterminations internes de son corps propre effectuant ses puissances. Au spectacle de Forrest Gump franchissant sa ligne d'affect, on pense aussitôt à Eti 459, en fait à son scoli, à propos des différentes modalités de l'action de frapper. Certes, on peut frapper sous le coup de la haine ou de la colère, mais par ailleurs, je cite, « lever le bras, fermer la main et mouvoir avec force tout son bras vers le bas est aussi, je cite encore, une vertu qui peut se concevoir par la seule structure du corps humain. » Pour autant, si Forrest Gump mutatis mutandis surgit du scoli, il ne rentre pas aussi bien dans la proposition princeps, qui, elle, établit, je cite, qu'à toutes les actions auxquelles nous détermine un affect qui est une passion, nous pouvons être déterminés sans lui par la raison. C'est qu'on dira difficilement et de Forrest qui court et du petit qui gigote qu'ils sont conduits par la raison. Et pourtant, ils sont actifs, au sens de la causalité adéquate. Un problème est donc en train de s'ouvrir, aggravé d'ailleurs par Pierre Macheret, qui commente Éthique 459 en ces termes. Je cite, « Agir au plein sens du terme, c'est être cause adéquate de ses actions, ce qui est seulement le cas lorsque ces actions sont accomplies sur fond d'idées adéquates, en connaissance de cause, et serait-on presque tenté de dire en conscience. » Et le commentaire donne au moins autant à penser que la chose commentée. Car Forrest Gump est actif, mais tout le film est fait, si vous me permettez de le dire ainsi, pour nous montrer qu'il est un parfait neuneu. Un très gentil neuneu, certes, mais un neuneu quand même. Pas exactement la figure du sage, donc. En matière d'idées adéquates, il ne faut visiblement pas trop lui en demander. Ceci étant, on pourrait bien dire qu'il a nécessairement l'idée de son action et de son état corporel, et que dans le régime particulier, actif, de sa course, cette idée ne peut être qu'adéquate. Pour autant, c'est une idée au contenu des plus limités, puisqu'elle ne va guère au-delà de la conscience immédiate de l'état corporel contemporain et de la joie qui l'a fait naître. Et de même pour le tout petit qui gigote et se trouve content de son gigotement, mais auquel on appliquera les causes de Macheret, les clauses en connaissance de cause et en conscience, qu'en un sens tout à fait minimal. Cependant, glosant la glose, une porte de sortie s'offre peut-être dans la littéralité du commentaire de Macheret. En connaissance de cause et en conscience, laisse-t-il entendre, ce sont les propres de l'agir au plein sens du terme. Ne pourrait-on pas alors concevoir un agir en un sens moins plein? Et n'est-ce pas précisément ce registre diminué de l'agir, quoique conforme à sa définition par la causalité adéquate, que nous donnent à voir les enfants actifs, courant, criant ou frappant du poing, sans aucun motif externe, et pour cette seule raison que leur corps le leur permet. Sans qu'il y ait lieu d'en être surpris, ce problème posé par Éthique 459 au regard de l'enfant se réexprime presque à l'identique dans l'analyse des affects qui suivent de cette forme, fût-elle amoindrie, de l'activité. Car la joie prise à l'effectuation de ces puissances est un affect parfaitement répertorié. Il s'agit de l'acquiescentia in se ipso. Or, la satisfaction de soi-même tombe analogiquement sous le coup d'une dualité semblable à celle qu'expose Éthique 459.
Si elle est introduite en toute généralité en éthique 3.53, avant d'être formellement nommée dans la définition 25, le corollaire de cette même proposition indique aussitôt de quelle manière elle joue dans le régime de la servitude passionnelle, comme affect de gloire, c'est-à-dire par la médiation d'autrui. L'esprit n'est joyeux de se contempler lui-même, lui et sa puissance d'agir, que pour être induit à cette contemplation par le regard d'un tiers qu'il a préalablement contemplé. On sait tout ce qui suit ordinairement de cette médiation. Les hommes se battent pour attirer chacun à soi le regard d'autrui, en faisant étalage de leurs hauts faits, et ne manquent pas alors de se rendre pénibles les uns aux autres. Éthique 3.55 Scoli. La forme passive de la philautia, cet amour de soi que Spinoza préfère renommer acquiescentia in se ipso, puisqu'il y va d'une joie accompagnée de l'idée d'une cause non pas extérieure mais intérieure, fait triangle avec l'ambition et la gloire pour désigner l'une des formations passionnelles humaines les plus virulentes. Or, de même qu'à une action à laquelle nous détermine une passion, nous pouvons être déterminés par la raison, de même, nous savons que la satisfaction de soi-même, loin de l'ambition et de la gloire, peut naître de la raison, et que cette satisfaction est alors la plus haute qui puisse exister. Éthique 4.52. Mais là encore, où classer la quiescentia in se ipso enfantine, lorsqu'elle procède de cette vertu qui se conçoit par la seule structure du corps humain, pour reprendre les termes du Scoli d'Éthique 4.59. Indiscutablement, il s'agit d'une joie démédiatisée, littéralement immédiate, qui n'a eu à passer par aucun regard extérieur. Il ne s'agissait pas de courir pour faire l'intéressant devant des adultes, au premier chef les parents, pour entendre louer sa vitesse à la course, etc. Il s'agissait de courir pour exercer la puissance piaffante, donc de courir par la vertu de sa structure corporelle et d'elle seule. Pour autant, et quoique le critère de la causalité adéquate soit satisfait, on refusera à juste titre de situer cette course sous la conduite de la raison. À quelle acquiescentia in se ipso avons-nous donc affaire? Comme il nous a fallu précédemment, tout en conservant l'activité, faire un écart par rapport à l'activité au plein sens du terme de Macheret, il nous faut peut-être maintenant considérer quelque chose comme une forme faible de l'acquiescentia in se ipso active, évidemment supérieure à la vaine gloire, sans pour autant atteindre à cette satisfaction la plus haute qui puisse exister. En la figure paradoxale de l'enfance active, nous voyons donc se creuser un espace intermédiaire. Laurent Bove nous l'avait déjà fait entrevoir. L'hilaritas, dont nous savons maintenant pourquoi elle est finalement plus susceptible d'être expérimentée, peut-être faudrait-il dire vécue, par le tout petit que par le grand, est la meilleure des passions. Sans excès possible, elle est, nous dit Laurent Bove, positivement constitutive. Mieux, en elle commence déjà à s'estomper la distinction des catégories. L'allégresse, nous dis-tu, Laurent, n'est pas essentiellement passive, sa passivité relative est en quelque sorte une activité passive. De là qu'elle constitue, ajoutes-tu, une charnière pratique de la voie vers la béatitude. On ne saurait mieux dire cet entre-deux inattendu qui commence à s'ouvrir en la figure du tout-petit. Cependant, Laurent Bove ne manquait pas de préciser que cette hilaritas du nourrisson ne pouvait être expérimentée que sur fond de profonde hétéronomie. L'activité enfantine franchit, semble-t-il, une étape de plus, précisément parce qu'elle s'affranchit de cette réserve en répondant formellement aux critères de la causalité adéquate. Bien sûr, il s'agit d'une forme qu'on pourrait dire faible de l'activité, dans laquelle des mouvements de corps suivent de la seule nécessité de sa nature, mais sans qu'on puisse dire qu'ils sont sous la conduite de la raison. L'enfant, une fois encore, ne court ni à la poursuite de quoi que ce soit, ni ex-rationné. À le regarder, nous comprenons donc que l'activité n'est pas encore la béatitude, et qu'il nous faut maintenant soigneusement distinguer ces deux états qu'on tient généralement pour identiques. L'enfant ne comprend rien, ni les choses, ni Dieu, ni lui-même. C'est tout juste s'il est entré dans la connaissance du premier genre. En tout cas, il n'y a pas de déduction qui emmène de la causalité adéquate à la connaissance des essences singulières. La première n'est que la condition nécessaire de la seconde, et l'enfant, ou même l'infans adultus qui l'expérimente, s'y arrête sans jamais franchir l'étape d'après, ou s'il la franchit, ce sera beaucoup plus tard, et parce qu'il aura parcouru tout le trajet du devenir actif de l'adulte. Laurent Bove et Françoise Zourabichvili s'y étaient donc pas trompés. La figure de l'enfant méritait décidément réévaluation, et à de nombreux titres. Elle est d'abord doublement paradoxale. En premier lieu, parce qu'elle recèle des puissances insoupçonnées là où elle était réputée toute d'impuissance. Ensuite, parce que le paradoxe s'élevant au carré,
Ces puissances inattendues ont comme pour condition de possibilité toute cette impuissance qui les entoure. C'est son immaturité constitutionnelle qui ouvre à l'enfant l'accès aussi bien aux passions supérieures de l'hilaritas qu'à l'expérience de l'activité. Son immaturité parce que corps intracé, n'ayant pas encore fait l'apprentissage du désir, happé certes de manière très impérieuse par un petit nombre d'objets externes, mais sans autres attachements bien établis, l'enfant ergodique, presque sans ingénium, est disponible. Il est disponible pour l'allégresse de l'état repu, et plus encore, sa puissance sans emploi est disponible également pour des effectuations intransitives, c'est-à-dire pour des effets en lui et hors de lui qui s'expliquent par sa seule nature. En lui surtout, bien sûr. Qu'il foule l'herbe, par exemple, par sa course, ou fasse s'envoler des moineaux par son cri, ça n'est évidemment pas le plus intéressant. Et surtout, ça n'était pas l'objet de son mouvement. L'essentiel est cette satisfaction de lui-même qu'il expérimente. Elle n'est certainement pas la satisfaction la plus haute qui se puisse concevoir, mais elle en est incontestablement plus proche que toutes celles qu'il connaît passivement, parce qu'il ne doit celle-là à rien d'autre que lui. L'enfant est sans doute le seul à pouvoir occuper ainsi cet espace intermédiaire, à disposer de cette puissance en quelque sorte née de l'impuissance ou autorisée par l'impuissance. Sitôt qu'il aura grandi, il aura pris des plis et acquis des objets. Ces attracteurs du conatus satureront son paysage de puissance, ne laissant plus le moindre espace de disponibilité. Il entrera dans le règne infernal de la transitivité sans reste. Car la servitude passionnelle, d'une certaine manière, c'est ça. C'est l'absolutisme de la transitivité. Sauf étrange involution, les voies de l'activité lui seront coupées, en tout cas celles qu'il avait parcourues. Il lui faudra en trouver de tout autre, mais au prix de quels efforts éthiques, là où tout était simple et de plein pied. Il apparaît donc que la trajectoire éthique est non linéaire, car par un paradoxe de plus, on est plus près du but au début que par la suite. Éventuellement, plus tard encore, on s'en rapprochera à nouveau, et c'est vrai cette fois en direction de l'activité au plein sens du terme, c'est-à-dire de la béatitude comme activité jointe à la raison connaissante. Bien sûr, vivre, en tout cas vivre d'une vie éthique, c'est comme nous l'indique le Scoli d'Éthique 5.39, nous efforcer, je cite, avant tout de faire que le corps de bébé se change autant que sa nature le souffre et s'y prête, en un autre qui soit apte à beaucoup de choses et qui se rapporte à un esprit qui est une grande conscience de soi, de Dieu et des choses. Il faut donc tenir ensemble et cet impératif de rompre aussi radicalement avec le petit que nous avons été, et que l'enfant n'est pas pour autant la figure radicalement anti-éthique que nous avons pu croire. Et pour cause, car au total, l'activité paradoxale de l'enfant ne nous fait jamais que redécouvrir ce que nous savions déjà en principe, à savoir que de l'activité est en nous. C'était bien là la bonne nouvelle de l'éthique de Spinoza. L'enfant est peut-être cet être débile à de très nombreux égards, mais pas à tous, puisque de cette bonne nouvelle, il nous donne parfois le spectacle vivant. Parce qu'il n'a pas encore eu le temps de l'engoncer dans une écorce de fixation passionnelle, son noyau d'activité, celui-là même qui est en chacun de nous, est pour lui comme à portée de main. Pour le coup, c'est bien le défaut de raison qui condamne ce noyau en l'enfance à n'être touché que par interstice, en toute méconnaissance de cause et loin de toute recherche systématique. Mais même dans ces conditions, le toucher et par suite nous le faire voir, n'est-ce pas déjà considérable ? Il devrait normalement y avoir là plus qu'il n'en faut pour regarder les enfants autrement, non plus avec les yeux de tous les attachements passionnels dont nous les chérissons, mais avec les yeux de la raison. Sans doute serait-il très excessif de voir en leur activité paradoxale une promesse de salut. On n'aurait jamais vu promesse si mal tenue. Mais s'il ne nous promet rien, ni ne nous garantit rien, l'enfant n'en est pas moins, parmi nous, l'une des figures les plus vivantes d'une possibilité, cette possibilité qui fait le sens éthique d'une existence. Je vous remercie. Oui, donc tout d'abord je remercie Frédéric Lordon pour son exposé. Tu t'es placé dans la lignée de Zurabishvili et Laurent Bove, c'est-à-dire dans l'orientation d'une réévaluation de la condition enfantine, qui ne doit pas être considérée simplement comme un summum d'impuissance, mais aussi le spectacle d'une certaine activité, d'une certaine puissance.
Tu es même allé un peu plus loin que cela, puisque, au fond, tu as été jusqu'à soutenir que l'enfant était d'une certaine manière davantage capable d'activité que l'adulte, ou en tout cas que l'adulte qui ne s'est pas encore engagé dans le chemin de libération éthique. Et tu vas même jusqu'à dire que c'est justement son impuissance, d'une certaine manière, qui lui donne aussi une forme de puissance et d'activité. Alors tout ça te permet, je crois, de souligner un problème du spinozisme, en tout cas ce que tu identifies comme un problème possible du spinozisme, c'est l'idée d'une causalité adéquate, d'une activité, mais sans raison ou idée adéquate qui l'accompagnerait. Et tu fondes cette analyse sur les raisons de cette activité paradoxale de l'enfant. C'est donc le fait qu'il a un imaginaire embryonnaire, sans mémoire, un conatus sans objet en quelque sorte, sans objet fixé, cristallisé, tracé, et ce qui se voit aussi dans la disponibilité de son corps. Et cette absence d'histoire, en fait, individuelle ou personnelle, lui permettrait ce que tu appelles l'effectuation intransitive de sa puissance, hein, une forme de spontanéité, spontanéité de l'inculte, comme tu le dis, qui serait qui ferait de l'activité de son corps, qui ferait que l'activité de son corps relève d'une causalité adéquate, hein, puisque la définition de la causalité adéquate et partant de l'activité, donc c'est en 3 définitions 1 et 2. Je peux relire, je crois que tu ne les as pas relus, mais je dis que nous sommes actifs quand, en nous ou hors de nous, quelque chose se fait dont nous sommes la cause adéquate, c'est-à-dire quand, en nous ou hors de nous, il suit de notre nature quelque chose qui se peut par elle seule connaître clairement et distinctement. Hein, la traduction appuie. Du coup, l'enfance, tu montres que l'enfance dessine au fond une forme d'espace intermédiaire qui montre également que la trajectoire éthique n'est donc pas linéaire, elle ne part pas d'un point zéro et de manière continue jusqu'à l'adulte enfin rationnel, mais qu'il y a en quelque sorte une discontinuité dans ce parcours. On est plus près du but au début que par la suite, hein, vas-tu à un moment jusqu'à dire. Bon. Alors, j'aurais trois remarques, questions à soulever à propos de ton exposé. Donc la première, c'est plus une remarque générale et au fond un souci ou un souhait d'approfondissement. Je me demande jusqu'où peut-on parler de causalité adéquate ou d'activité pour les actes et les gestes de l'enfant. Je m'explique, si je retrouve mes notes. Ce qui caractérise la condition enfantine, c'est finalement une certaine pauvreté des rapports avec l'extériorité, dans le sens où, d'un côté, et ça a été aussi redit, je crois, par Pierre-François Moreau tout à l'heure, le corps de l'enfant, il n'est pas encore apte à être affecté de multiples façons. Il est peut-être fortement affecté, mais pas de manière différenciée ou diversifiée. Et réciproquement, ce n'est pas encore un corps apte à affecter d'autres corps ou choses externes de multiples manières, comme il le deviendra par la suite. Donc ma question, oui, alors cet aspect-là, je l'applique à la question du gigotement. Pardon, je fais un petit détour d'abord. La causalité adéquate dont fait preuve le corps de l'enfant, en quelque sorte, elle est d'abord négative ou privative. Il agit selon les seules lois de sa nature, mais d'abord parce qu'il n'est pas, ou pas encore, en relation intense et surtout complexe, différenciée avec le monde extérieur. Et en cela, cette adéquation se distingue et est différente de l'adéquation conquise par l'homme qui a commencé à développer en lui les idées adéquates. Or, ce développement des idées adéquates suppose lui-même le détachement à l'égard de la particularité des objets, certes, mais en quelque sorte par le haut, hein, à travers les notions communes. Tandis qu'on pourrait dire que si l'enfant est capable de gaieté ou d'allégresse d'hilaritas, c'est plutôt du fait d'un détachement par le bas, si je puis dire, d'un non-encore attachement à l'égard de la particularité des objets, justement du fait
peut-être, d'un rapport global et indifférencié au monde qui ne lui permet pas encore d'identifier ou de singulariser des objets extérieurs. Bon. Alors j'en viens justement donc au gigotement. Il me semble qu'on retrouve cela dans le gigotement. Certes, d'un côté, on peut voir dans le gigotement une pure effectuation de la puissance corporelle, ça c'est ce que tu dis, mais de l'autre, on peut y voir aussi un mouvement, disons, autarcique, pour ne pas dire autiste, sans rationalité et surtout partant sans efficacité mondaine ou externe. L'enfant produit ses effets de lui-même, spontanément, le petit enfant, le nourrisson, là plutôt pour le gigotement, mais ces effets n'ont pas encore d'efficience véritable. Je dirais, pour faire vite, il gigote en vain, hein, il gigote dans le vide. Ce que tu appelles d'ailleurs la puissance piaffante. Donc, pour résumer cette première remarque, malgré la définition de l'activité que j'ai relue tout à l'heure, qui place les effets internes et externes sur le même plan, ma question serait, jusqu'où peut-on parler d'activité sans effet externe? Sans une certaine transitivité, donc. Est-ce que agir, c'est seulement exprimer sa puissance propre, ou est-ce que c'est l'effectuer en un sens plus fort, c'est-à-dire agir sur le monde, et pas simplement agir en quelque sorte de manière intransitive? Donc ça, c'est ma première remarque et question. Une seconde beaucoup plus brève, c'est jusqu'où peut-on vraiment penser une causalité adéquate sans idée adéquate, hein? Ce que je traduirais de manière un peu différente, c'est que tout se passe comme si, d'une certaine manière, le gigotement de l'enfant ou de l'activité passive enfantine manifeste une curieuse dissociation entre un corps actif et une âme passive. Dissociation qui, a priori, est impensable dans le système spinoziste, me semble-t-il. Donc, est-ce que tu pourrais répondre à cela? Et enfin, dernière toute petite question, que tirer de toute ta réflexion sur la spontanéité enfantine en matière d'éducation? C'est-à-dire, que faut-il faire de cette spontanéité? Est-ce qu'il faut la cultiver? Est-ce qu'il faut la rompre? Ou bien peut-être cessera-t-elle d'elle-même? Et même, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? J'enchaîne. Bon, écoute, je suis presque entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit et que je pourrais reprendre à mon compte. En réalité, ta première question, enfin qui est la question principale, dont ta question numéro, enfin vis-à-vis de laquelle ta question numéro 2 est un appendice ou un prolongement. Cette question met le doigt exactement sur le problème que j'essaye de soulever. Voilà, moi dans cette histoire, il m'est apparu que le critère de la causalité adéquate, dont tu as rappelé la définition, se trouvait formellement rempli, formellement satisfait, dans une effectuation à laquelle on est spontanément réticent à accorder toute la dignité de l'activité telle qu'on la conçoit quand on aborde la philosophie de Spinoza. Mais que pour autant, il faut bien faire quelque chose de cette satisfaction formelle du critère. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye d'avancer qu'il pourrait y avoir peut-être à distinguer entre une forme forte, une forme haute de l'activité, c'est-à-dire ce qui correspond à ce commentaire de Macheret que j'ai cité, un agir au plein sens du terme, et puis une forme pour laquelle tu as trouvé toi-même un qualificatif qui me semble idoine, qui est une forme pauvre, puisque, as-tu dit, l'enfant se caractérise par la pauvreté de ses rapports avec l'extériorité. Si bien que je suis absolument d'accord avec toi quand tu dis, en quelque sorte, nous avons là une adéquation par défaut de relation, alors que l'activité au plein sens du terme, celle qui se conquiert au terme du cheminement éthique, c'est une activité ou une adéquation conquise par le haut. Alors, alors moi, je te rends une contre-question à ta question, hein, puisque tu as suggéré que
l'un des critères de ce que serait la forme forte de l'activité, ça serait la production d'effets externes, puisque tu m'as demandé est-ce qu'on peut concevoir une forme d'activité sans effet externe. Je dois dire qu'au pied levé, j'ai du mal à te répondre entièrement, mais que moi, mon mouvement spontané, ça serait de me demander si la production d'effets externes est bel et bien serait bel et bien le critère central de cette forme supérieure de l'activité. Au demeurant, il y a des effets externes et mondains qui sont produits, même dans le cadre de la forme appauvrie d'activité qu'est l'activité enfantine. Hein. Je l'ai cité dans cette forme d'activité un tout petit peu plus élaborée que le gigotement, qui est la course intransitive, ou le cri, etc. Mais même le gigotement déplace de l'air. Bon, alors oui, évidemment, c'est pas des effets externes, c'est pas des effets externes sensationnels. Mais bon, voilà. Alors, il y a la question de la question subsidiaire, qui est celle de la dissociation entre le corps actif et l'âme passive. Mais me semble-t-il, et je l'ai évoqué, mais très brièvement dans mon propos, en effet, si on tient que le critère de l'activité est formellement satisfait par le corps de l'enfant, alors nécessairement il doit y avoir une part active de son esprit qui lui correspond. Et que j'ai essayé de situer dans l'idée ou la conscience immédiate de son état corporel et de la satisfaction qui l'accompagne. Mais là encore, évidemment, c'est un noyau d'activité mentale qui est tout à fait étroit. Alors, que faire de cette spontanéité en matière éducative? Je n'ai pas trop la réponse à cette question, mais en réalité, tu m'as suggéré toi-même la réponse, c'est ne faudrait-il pas considérer qu'il n'y a rien à en faire? Spontanément, j'inclinerais dans cette direction. Si la trajectoire éthique est en effet non linéaire, hein, je veux dire, voilà, il faut tenir ensemble les deux choses. Et la possibilité de cette activité paradoxale sous une forme faible de l'enfant, et la possibilité de rompre avec le tout petit que nous avons été. Donc cette spontanéité-là, me semble-t-il, elle est irrémédiablement perdue, et ce serait, c'est mon sentiment en tout cas, une fausse piste de l'entreprise éducative que de tenter de la restaurer à tout prix. Alors évidemment, tu pourrais m'opposer le cas de Paul Klee, tu vois, cette citation de Klee qui dit « Ah bah moi précisément, je m'efforce d'y revenir ». Bon, alors il s'agirait là d'interroger les rapports entre activité et création artistique. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc...